Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce 14e épisode des webinaires Défi XP. Je suis Romain Yojad, je travaille à l'ACTA et je suis membre de la cellule d'animation nationale du réseau Défi. Aujourd'hui, je serai l'animateur de ce webinaire avec Elisa Mignot, qui est aussi à l'écran. Ce 14e épisode des webinaires Défi XP fait partie de 3 séries de webinaires organisées par le réseau Défi XP depuis le printemps dernier. Nous sommes à notre 4e webinaire de la saison 3 et ce printemps, nous aurons encore un autre webinaire pour clôturer la saison. Chaque webinaire traite d'une thématique en lien avec la réduction de l'usage des pesticides et fait témoigner pendant 1h15 2 ou 3 projets défis XP de différentes filières qui présentent en 15 minutes une partie des travaux et résultats acquis dans leurs essais. Un temps de questions-réponses de 5 minutes est prévu entre chaque intervention. Les questions qui n'auraient pas le temps d'être traitées pendant ces 5 minutes le seront dans le chat pendant le webinaire ou après le webinaire. Vous avez 2 possibilités d'interaction avec les intervenants et nous, animateurs. D'abord, vous avez le bouton discussion, converser ou chat selon la version de Zoom à votre disposition. Cette rubrique, elle est à utiliser pour nous faire part d'un éventuel souci technique. Et il y a aussi le bouton Q&A pour poser vos questions aux intervenants. Avant de laisser la parole à nos intervenants, quelques rappels sur le réseau Défi XP. Alors, c'est un réseau qui est composé de 41 projets d'expérimentation qui ont débuté en 2018 ou 2019 et se termineront en 2023 ou 2024. Et ces projets, ils sont financés dans le cadre du plan Ecofito. Et ce sont des projets qui testent à l'échelle des systèmes de culture, voire à des échelles supérieures, des combinaisons de leviers et une approche agroécologique pour favoriser la régulation naturelle des bioagresseurs pour n'utiliser les pesticides qu'en ultime recours. Au total, ce sont 197 sites et 260 systèmes qui sont expérimentés dans ce réseau. Et ce réseau, il est aussi le petit frère du réseau Ferme, qui, lui, est composé de 2000 exploitations volontaires pour tester des réductions d'IFT dans leur système de culture. Pour plus d'infos sur les projets Défi XP, je vous invite à consulter sur le portail Ecofitopic les pages dédiées au projet, sites et systèmes Défi XP. Ces pages, elles sont alimentées au fur et à mesure de l'acquisition des résultats dans les projets. Le webinaire d'aujourd'hui s'intéresse à la mobilisation des acteurs territoriaux pour trouver des alternatives aux pesticides. Nous allons accueillir 3 intervenants qui représentent 3 projets. D'abord, nous aurons une intervention avec Nicolas Serouti de Terrinovia pour le projet R2D2 en grande culture. Nous aurons ensuite une intervention de Margot Kerdraon du CTIFL pour le projet Agroécomel en grande culture et en culture légumière. Et enfin, nous aurons une intervention de Louis Audrin du Fredon Grand Est pour le projet MAC 0 en arboriculture et grande culture. Juste avant de passer la parole à Nicolas, je vais prendre le temps d'introduire le projet R2D2, qui est le projet de restauration de la régulation naturelle et augmentation de la robustesse des systèmes de culture pour une réduction durable de la dépendance aux insecticides. Ce projet teste un seul système de culture dans les plateaux de Bourgogne. Ce n'est pas une expérimentation système, mais plutôt un observatoire piloté dont la finalité est de permettre à un groupe de 11 agriculteurs des plateaux de Bourgogne, qui est un territoire de 1200 hectares environ, de retrouver une stabilité économique et de bons niveaux de productivité en gérant convenablement la problématique de pullulation d'insectes ravageurs. Un accompagnement pas à pas leur est donc fourni
grâce à une animation de groupe et un conseil individuel à la parcelle pour leur permettre de réduire de façon ambitieuse et durable la dépendance aux insecticides en mobilisant la régulation naturelle et les techniques agronomiques. Alors, Nicolas, je vais te laisser la main pour le partage d'écran, donc pour une intervention de 15 minutes. Bonjour à tous, est-ce que vous voyez mon écran? Bon, Mario. Oui, c'est bon. Parfait. Donc, on va commencer donc, avec le projet R2D2, qui est un projet territorial. Donc, on va déjà faire un petit rappel du contexte rapidement, hein. Donc, c'est un projet qui implique une dizaine d'agriculteurs sur un territoire agricole, hein, de 1300 hectares sur les plateaux de Bourgogne. Ça a été dit en introduction. Et donc, ce qui nous a amené à créer ce projet, à le concevoir, c'est des problématiques de gestion des ravageurs d'automne en colza, qui avaient acquis des phénomènes de résistance aux pyréthénoïdes. Donc une situation d'impasse pour les agriculteurs. Et au démarrage du projet également, on s'est rendu compte qu'on avait des régulations biologiques de ces coléoptères qui étaient extrêmement faibles, probablement en lien avec une répétition de traitements au fil du temps qui avaient perdu leur efficacité, mais qui ont probablement dégradé ses capacités naturelles de régulation. Et on est sur un secteur où on a des facteurs aggravants, donc des sols à faible potentiel, donc on est sur de l'argilo-calcaire superficiel, et on a des phénomènes de sécheresse récurrentes aussi donc à l'automne, ce qui va compliquer notamment l'implantation des cultures. Donc on a un collectif qui était mûr pour s'engager dans des changements de leur système, et on est vraiment sur une reconception en profondeur. Donc on n'est pas sur l'idée de substituer la chimie avec d'autres choses, mais plutôt de reconcevoir en profondeur les systèmes en intégrant une dimension paysagère et donc l'implantation d'infrastructures écologiques, par exemple, et des leviers, vous allez le voir, qui nécessitent des actions concertées à l'échelle du territoire entier. Donc au démarrage, on avait un contexte qui était favorable justement à ce projet territorial parce que des agriculteurs qui étaient en grande difficulté. Donc tout d'abord, ce que je voulais aussi préciser, c'est que de mon point de vue, c'est la problématique de gestion des ravageurs, c'est quelque chose qui se prête assez bien à une gestion collective parce qu'on a les insectes, qui soient phytophages et aussi leurs ennemis naturels, qui ont des écologies qui sont compatibles en fait, hein, avec des actions un peu à grande échelle parce qu'ils sont mobiles, ils utilisent les éléments semi-naturels type haies ou bois ou jachère. Et ils sont sujets à des interactions complexes, donc ravageurs ennemis naturels, mais aussi en dépendance avec le contexte paysager et aussi les pratiques agricoles à l'échelle globale. Donc je pense que c'est une voie prometteuse de gérer ces insectes collectivement. Aussi parce qu'on peut mutualiser des moyens, on peut avoir des leviers qui sont coordonnés entre les acteurs et à grande échelle. Et justement, on peut essayer de mieux prendre en compte l'écologie d'organismes qui ne sont pas limités aux parcelles agricoles, mais qui dépendent de bien plus que ça. Donc l'objectif, c'est de passer de stratégies individuelles, indépendantes les unes des autres, qui sont les stratégies de gestion basées sur la chimie, qui sont en général basées à la parcelle, hein, du coup. Et l'idée, c'est de passer sur quelque chose de plus collectif qui se base sur la combinaison de leviers et les principes de la lutte biologique par conservation. Donc la cible du projet, elle a été définie conjointement avec les agriculteurs et puis les acteurs aussi, les partenaires du projet. Donc les agriculteurs avaient des difficultés pour produire du colza, donc dans ce contexte de résistance, et ils ont souhaité pouvoir en cultiver à l'avenir de manière plus sereine, donc avec un objectif de rendement de 30 quintaux. Et puis, l'idée, c'était d'améliorer les performances des systèmes intégrant du colza tout en réduisant l'usage des insecticides. Donc, l'objectif était à terme zéro insecticide et un IFT herbicide. Et donc, comme ça a été dit en introduction, l'idée, c'est de les accompagner à la fois en individuel et puis en collectif aussi au travers
de tours de plaine, d'ateliers de travail, de formation, d'apport de connaissances, etc., de les accompagner dans cette reconception en profondeur des systèmes. Et puis, pour piloter le projet, on a un monitoring scientifique assez poussé sur plusieurs cultures, donc colza, blé, orge, le pois, le tournesol également, où on va avoir sur ces cultures-là des mesures de services de régulation biologique, des mesures aussi de dégâts ravageurs, des quantifications d'auxiliaires, le tout pour pouvoir piloter le projet. Et il y a aussi les pratiques agricoles, bien sûr, qui sont recensées dans ce projet-là. Donc rapidement, sur les axes de travail du projet, on a l'aspect robustesse, donc c'est les techniques culturales, comment faire en sorte d'avoir des cultures qui soient plus résilientes et qui encaissent mieux les attaques de ravageurs. On a des leviers qui sont à l'échelle, qui sont destinés à favoriser les régulations biologiques et les auxiliaires de culture, donc que ce soit par la gestion d'habitats, l'implantation de nouveaux habitats pérennes, essayer de faire un peu plus de place en fait, à la nature pour supporter ces fonctions de régulation biologique dans le cadre du projet. Et puis aussi, ça passe par des changements de pratiques pour qu'elles soient plus respectueuses de ces auxiliaires. Et enfin, on a de différents leviers aussi. Donc, je vais faire le focus sur un levier là, qui est un levier qu'on met en place à l'échelle du territoire, qui s'apparente un peu à des techniques push and pull. Donc, vous verrez, ce n'est pas exactement ça, mais ça s'y apparente. Le but, c'est de piéger en fait, sur des intercultures les altises pour réduire les pressions sur le colza. Donc, ce levier interculture, c'est quelque chose qu'on déploie depuis 3 ans sur des surfaces assez conséquentes. Donc, l'idée, c'est à proximité des colzas d'avoir dans le territoire, dans les intercultures longues, donc à proximité, d'avoir des couverts végétaux qui intègrent des crucifères attractives pour l'altise, puisque les altises vont sur le colza, mais elles vont aussi sur d'autres crucifères comme le radis chinois ou la navette. Et l'idée, c'est que une partie des altises donc, se retrouve sur ces couverts-là, s'y fixe. Et puis, donc déjà, le premier effet, c'est que sur le colza, on aura moins d'individus, puisqu'on a un facteur de dilution, on a plus de surface attractive pour ces insectes. Donc, on réduit la pression sur le colza. Et puis, en détruisant le couvert en hiver, on vise à détruire les larves présentes dans le couvert et donc à réduire l'émergence des adultes d'altise en année N+1. Donc, c'est un levier qu'on teste dans le cadre du projet R2D2 avec les agriculteurs et qu'on teste également avec d'autres partenaires en Bourgogne à grande échelle. Parce que c'est quelque chose qui nous paraît intéressant et qui permet un pilotage concerté avec des agriculteurs qui ont, quand ils sont regroupés dans un territoire, ça peut peser dans un poids assez important, on pense, dans la réduction des populations d'altise. Donc pour l'instant, tous les signaux sont verts, on va dire. On a effectivement une réduction de pression sur le colza puisqu'on a dilution. Et maintenant, il nous reste vraiment à vérifier qu'on détruit bien toutes les larves d'altise dans les couverts et qu'on a moins d'émergence, enfin, qu'on n'a pas d'émergence d'altise ou très peu qui sont issus de ces couverts. Et donc, on le vérifie là. Actuellement, on est en pleine phase de test. Donc, on attend les résultats avec impatience. Donc, c'est une thématique qui est assez porteuse et qui a intéressé rapidement les agriculteurs. Donc, on fait beaucoup de choses dans ce projet. Je suis obligé de faire le focus sur quelques leviers, mais voilà, c'est pour vous dire que on est vraiment dans le cadre d'une gestion concertée. On planifie en fait le positionnement d'interculture avec les agriculteurs dans le cadre d'ateliers. Et donc là, ça représente environ 20% en fait, des surfaces du territoire en 2022, où on a essayé d'implanter du radis chinois et de la navette aussi également dans ces intercultures-là. Alors, il n'est pas forcément pur, le radis. L'idée, c'est d'incorporer ces crucifères dans les mélanges qui sont pratiqués traditionnellement par les agriculteurs. Voilà, et puis après, l'idée, c'est de pouvoir piloter ces intercultures-là avec des berlaises, c'est-à-dire qu'on va vérifier la quantité de larves qu'on a au cours du temps dans les colzas, dans les intercultures, pardon, et de pouvoir déclencher en fait la destruction au moment le plus opportun, c'est-à-dire quand on a des larves qui sont au bon stade et qu'on a un maximum de piégeage dans les intercultures. Donc, les premiers succès sur lesquels je voulais m'attarder un petit peu,
de ce projet-là, on a réalisé en fait, une évaluation du projet 2 ans après son démarrage. On s'est aperçu que sur la culture du colza, donc c'est une culture sur laquelle on avait pas mal de leviers alternatifs à proposer aux agriculteurs pour l'accompagnement et qui ont assez bien pris. On a eu une bonne appropriation par les agriculteurs de l'association colza févrole, de semis précoces avant le 10 août et de fertilisation localisée, notamment NP au semis. Et donc, on voit entre 2019 et 2025 qu'on a eu une bonne appropriation de ces leviers auprès du collectif. Et on a vu que le projet était devenu la première source d'information mobilisée par les agriculteurs concernant la gestion des ravageurs, parce qu'en fait, on a un accompagnement assez, assez présent, on est assez présent auprès d'eux pour cet accompagnement. Ça aussi, sur la culture du colza, aboutit à un meilleur raisonnement des interventions insecticides. Dans le schéma décisionnel des agriculteurs, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup plus de traitements optionnels. En 2021, tous les traitements dans le schéma décisionnel des agriculteurs étaient optionnels, alors qu'on avait encore des traitements systématiques au démarrage du projet, qui étaient des traitements en fait, d'assurance. Donc, on a aussi donc, commencé l'évaluation des performances 2 ans après le début du projet. Donc, il nous reste encore un peu de temps. Donc, je vous ai mis sur le tableau du haut un peu les surfaces de chaque culture, les rendements qui étaient obtenus. On voit qu'on a, pour certaines cultures, une augmentation. Donc, ce n'est pas uniquement l'effet du projet, bien sûr. Mais en fait, je tiens à souligner sur la culture du colza qu'on a une forte augmentation des rendements, alors qu'on a eu une baisse d'IFT significative. On a eu là, 50% de baisse d'IFT entre le début du projet et 2021. Et donc, c'est des résultats qui sont vraiment intéressants. Par contre, en fait, on s'est aperçu qu'on avait un effet, suite à l'arrêt des néonicotinoïdes sur céréales, une augmentation au contraire des traitements d'assurance, parce qu'on a eu des agriculteurs qui sont fait piéger un petit peu par l'arrêt des néoniques et qui ont eu des pertes de rendement. Et donc, l'évaluation du risque puceron céréales est assez difficile pour l'instant. Donc, on a encore des traitements d'assurance qui subsistent. Néanmoins, voilà, on est assez satisfait de l'appropriation des leviers sur le colza, des résultats qu'on a sur le colza. Au niveau des IFT herbicides, on est à 1,47 alors qu'on visait 1 à la fin du projet. Donc, ce n'est pas encore satisfaisant, mais voilà, on a une progression. Et puis, au niveau de l'IFT insecticide, on est à l'échelle territoriale à 0,67 quand on prend l'ensemble du territoire du projet. Globalement, on a fait des comparaisons aussi avec la ferme moyenne de référence des plateaux de Bourgogne, qui est une ferme moins diversifiée, à base de colza, d'orge. Donc, sur le territoire du projet R2D, on est plus étoffé en termes de culture, mais globalement, voilà, on voit que nous, on est au-dessus des performances de l'exploitation moyenne. Donc, il reste néanmoins quand même des efforts à faire. Déjà pour aider les agriculteurs à s'approprier de nouveaux leviers. Et donc, pour ça, on est en train de développer des méthodes d'accompagnement type tableau de bord, comme on fait pour le colza robuste. Et puis, donc, notre objectif, c'est de focaliser maintenant sur le risque puceron céréales pour essayer de mieux appréhender ce risque et de faire en sorte que les agriculteurs évitent, tant que faire se peut, les traitements d'assurance sur cette cible-là. Donc, pour nous, voilà, le bilan est plutôt positif, même si la cible n'est pas encore atteinte. Donc voilà, j'en ai terminé. Ben, merci Nicolas, ça a été clair. J'étais vite, non? Oui, c'était bien. Au contraire, tu nous as laissé quand même 3 minutes. Merci. Et c'était très clair. Et du coup, on va passer à la séance questions-réponses. Il y a une question de Fabien Caillon. Alors, Fabien aimerait savoir comment est réalisée la destruction des couverts et donc des larves d'altise. La destruction. Alors, la destruction des couverts, c'est une destruction mécanique. Donc, au rouleau, et on essaye sur le gel, tant que faire se peut, pour bien casser en fait cette présence de larves. Alors, de toute façon, on le fait à un moment où les larves sont développées, où on estime qu'on ne va pas avoir de possibilité
éviter que les larves terminent leur cycle. Mais voilà, c'est plutôt une destruction mécanique. On n'a pas de traitement insecticide, bien sûr, pour détruire ces couverts. Pas de destruction chimique pour détruire les couverts. Oui, d'accord, merci. Et, moi-même, j'aurais une question aussi. En fait, parce qu'un projet d'une telle envergure, ça mobilise beaucoup d'acteurs, si j'ai bien compris. Alors, je me demandais comment vous faites pour maintenir une implication constante des producteurs dans la durée du projet. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaye de soigner. En fait, les agriculteurs, c'est vrai nous, ils étaient en attente d'une animation. Alors, au départ, assez technique, hein, pour répondre aussi à des questions en cours de campagne, qu'est-ce que je dois faire, comment appréhender cette problématique-là. Donc, on a des tours de plaine qui sont faits de toute façon régulièrement. Et je dirais qu'on a aussi, on est en recherche d'actions qui peuvent booster, motiver, susciter la curiosité. Donc, ça va être des rencontres avec des pairs, par exemple, pour faciliter les discussions, stimuler la curiosité, les échanges. Voilà, on a aussi la mise en place de plateformes. Par exemple, on a une plateforme où on testait différents leviers sur le colza. On a une plateforme zéro insecticide qui se déploie sur le projet de 15 hectares qui est soutenu par le Sieur. Et qui nous permet de faire une vitrine, voilà, de tester de nouvelles choses, et dans le but en fait de dynamiser ce collectif pour pas que ça perde en vitesse. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident parce qu'il faut aussi trouver des choses nouvelles, susciter l'intérêt, et donc on essaye de ramener des choses nouvelles pour stimuler assez régulièrement. Ouais, merci. Euh, une évaluation des coûts supplémentaires gains obtenus a-t-elle été réalisée dans le cadre du projet? Alors j'ai mal entendu, une évaluation Des coûts supplémentaires, coûts sur gains obtenus, est-ce que vous avez réalisé une telle évaluation? de mesurer ce que ça coûte en plus pour l'agriculteur. Oui, coûts et coûts par rapport aux gains obtenus. Euh, Alors, coût par rapport au gain, alors c'est vrai que si on regarde, non, on n'a pas à réaliser spécifiquement ce type de mesure. Par exemple, ce que ça peut coûter, l'implantation de bandes fleuries, etc. On n'a pas encore, non, on n'a pas fait ce point-là. C'est vrai qu'on n'a pas regardé spécifiquement sur le déploiement de certains leviers. Alors là, je pense par exemple, on a des dossiers qui étaient en cours là, pour de la plantation de haies. Alors c'est vrai qu'il y a des dossiers qui sont déposés pour des financements, mais globalement, à l'échelle du projet, c'est vrai qu'on n'a pas globalisé voilà, l'ensemble des coûts par rapport aux gains sur ce type de démarche. C'est vrai on est plutôt dans une logique en fait, de capitaliser sur le long terme, de déployer les leviers. Et c'est vrai que ça, c'est une chose à faire éventuellement. Oui, oui. Et pour quelle raison, en fait, l'IFT fongicide n'est pas affiché? Alors, de mémoire, l'IFT fongicide est relativement stable. Euh, voilà, il n'y a pas d'objectif en termes sur la cible, sur les fongies, mais de mémoire, voilà, on est resté quand même assez stable. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pourrais les communiquer si besoin. Oui. Et une autre question, je ne sais pas si c'est la dernière du coup qu'on va prendre. Est-ce que pour faciliter la motivation des agriculteurs, aviez-vous un appui d'un groupe ferme? Euh, non. Ben, on va. Alors, on a des Oui, agriculteurs qui font partie de. En fait, on a des agriculteurs qui sont dans le R2D2. En fait, c'est un projet collectif qui est centré sur un territoire. Et en fait, on a deux niveaux, c'est-à-dire qu'on a des agriculteurs qui sont vraiment dans le cœur de la zone du projet où on cible tous les efforts. Et on a des agriculteurs qu'on dit satellites, qui sont en dehors de la zone, mais qui participent aussi aux réunions qu'on fait, qui essayent sur leur ferme, à leur échelle, de mettre en place un certain nombre de leviers. Et certains agriculteurs font partie d'autres réseaux. Donc, il y a un peu une stimulation
qui se fait par rapport à ça, qui font partie d'autres collectifs, notamment du réseau ferme. D'accord, merci. Voilà, je ne sais pas si j'ai Euh, répondu. oui, oui, merci. Là, maintenant, on va passer à la deuxième présentation avec Margot. Merci Nicolas. Euh, je vais maintenant partager mon écran. Ouais. Ouais, on passe maintenant à la deuxième présentation avec Margot Margot Cardaron du CTIFL pour le projet Agro-Ecomel. Alors, le projet Agro-Ecomel, c'est le projet de transition vers des systèmes agroécologiques innovants en culture de melon. Alors, ce projet est réparti sur six sites expérimentaux. Il teste six systèmes en grande culture, en culture légumière. L'objectif du projet est d'aboutir, en culture de melon, bien sûr, à une baisse de l'IFT comprise selon les sites entre 60% et 100%, tout en maintenant le rendement et la qualité des produits. Dans les systèmes innovants, les produits classés CMR, cancérogènes, mutagènes, rétrotoxiques, et reprotoxiques alors, excusez-moi, sont totalement bannis. Plusieurs leviers sont mis en œuvre dans ce projet pour la maîtrise des bioagresseurs du melon, dont résistance génétique, mesures agronomiques, amélioration de la biodiversité fonctionnelle, etc. Donc, le projet intègre aussi finement les acteurs de grande culture et du melon. Donc, les instituts techniques, les stations d'expérimentation et le réseau défi. Donc, ce qui va permettre au projet d'avoir des échanges entre deux filières qui, jusqu'à présent, se côtoyaient sans réellement échanger sur leurs pratiques respectives. Alors, Margot, je vais te laisser partager ton écran et tu as la parole pour 15 minutes. Merci. Alors, je partage mon écran. Normalement, c'est bon. C'est bon. Oui, je m'appelle Margot Cardraon. Je suis arrivée au CTIFL l'année dernière et donc j'ai repris le portage du projet Agrécomel l'année dernière. Et donc, c'est un projet qui a débuté en 2019. Et donc, comme l'a dit Romario, qui comprend 6 partenaires en tout. Donc, le CTIFL, l'APREL, Sudexp, Invenio, le CEFEL et l'ACPEL. Je vais juste faire un petit point sur ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc, je vais faire un petit point contexte du projet. Donc, pourquoi il a été mis en place en 2019 et comment les acteurs territoriaux se sont intégrés dans le projet et les avantages de leur implication. Ensuite, je vais présenter un bilan mi-parcours. Donc là, l'objectif, c'est pas de faire un focus sur les leviers, mais plus un bilan mi-parcours des résultats du projet. Donc, c'est un peu plus qu'un bilan mi-parcours puisqu'on sera sur 4 années d'études sur les 5 du projet. Et puis, j'enchaînerai avec une petite conclusion sur l'ensemble des systèmes de culture testés dans le cadre d'Agrécomel. Donc, le projet Agrécomel a pour objectif, en effet, de réduire les IFT de 60 à 100%. Donc, ça, c'est l'objectif principal. Donc, c'est l'IFT hors biocontrôle. Et donc, cette réduction d'IFT s'opère dans le cadre de la lutte contre les ravageurs principaux du melon. Donc là, vous avez en photo les principaux ravageurs, sachant qu'il y en a d'autres. Donc de gauche à droite, vous avez donc la cladosporiose, la bactériose, l'oïdium et le mildiou, qui sont les 4 maladies principales sur la culture. Et ensuite, aussi les acariens, les pucerons, qui sont plus problématiques dans le sud-est et pour les acariens principalement sous abri. En fait, ce qu'on a observé en 2019, c'est qu'on avait des bioagresseurs de plus problématiques puisqu'ils apparaissaient de plus en plus tôt dans les cultures et commençaient à atteindre les autres bassins de production. Donc, c'est le cas notamment du mildiou, que vous avez en 4e photo en partie en haut à gauche, qui au début était principalement situé dans le sud-est et qui a commencé à gagner le sud-ouest et le centre-ouest, donc les 2 autres bassins de production.
De moins en moins de solutions phytosanitaires sont disponibles pour lutter contre ces bioagresseurs depuis quelques années. Et ce qu'on observe aussi, c'est que les techniques alternatives testées seules sont d'une efficacité qui n'est pas suffisante pour protéger la culture. Donc le constat au montage du projet, c'était d'évaluer en fait un besoin d'évaluer la synergie des techniques alternatives et de quantifier en fait la réduction d'IFT possible en culture de melon. Donc là, pour faire une petite présentation de comment s'est monté le projet, en fait, et donc c'est là que le projet Agricomel est intéressant, c'est qu'il implique les acteurs territoriaux sur toutes les actions du projet et aussi une diversité d'acteurs entre les ingénieurs réseau des FIFERM, les animateurs des groupes 30 000, les producteurs, les conseillers techniques et les expérimentateurs. Et ces acteurs de la filière, ils interviennent à la fois de la construction, de la co-conception des systèmes de culture innovants au transfert des résultats en passant par l'expérimentation de ces systèmes de culture et leur analyse et leur évaluation. Et donc là, je vous ai mis en fait en bas des photos en fait, de l'atelier de co-conception à l'échelle nationale qui s'est tenu à Montauban en janvier 2019, donc juste avant la mise en place des essais la même année. Donc, comment ils se sont impliqués dans les différentes étapes en fait, du projet. Donc, notamment dans des ateliers de co-conception, ça leur permettait en fait, de définir les systèmes de culture de référence pour chaque bassin et qui soient représentatifs en fait, via la présence de tous ces acteurs locaux. Et ça permettait aussi de travailler sur les règles de décision du système de culture innovant. Donc, on verra par la suite pourquoi c'était intéressant de les avoir dès la définition de ces règles-là. Ensuite, même au sein des expérimentations, les acteurs ont été impliqués puisque sur les 6 sites d'expérimentation, il y en a 2 qui sont en parcelle producteur. Et de ce fait, en fait, ils sont impliqués dans l'utilisation et l'évaluation des règles de décision définies précédemment. Enfin, dans l'analyse et l'évaluation des systèmes de culture innovants, on a une implication des conseillers techniques de chaque bassin, puisque c'est grâce à eux qu'on établit en fait les IFT et les rendements de référence pour chaque bassin et pour le créneau de culture auquel correspond le système de culture qu'on teste. Parce que oui, en fait, en melon, on a différents créneaux de plantation selon les bassins de culture, mais aussi même au sein même d'une année et d'un bassin. Et l'IFT et le rendement peut varier entre une plantation qui a lieu en mars et une plantation en mai, par exemple. Et enfin, pour le transfert des résultats, on a aussi des échanges avec l'ensemble des acteurs de la filière via les visites d'essais, les tours de plaine qui sont réalisés sur les parcelles producteurs. Et pour la fin du projet, il y a une rédaction des fiches techniques qui est prévue pour en fait informer et guider les producteurs sur les pratiques qu'on a mis en place dans le cadre du projet. Et je rajouterais même aussi que pour les comités de pilotage organisés dans le cadre du projet, un grand nombre d'acteurs qui est intégré, notamment des conseillers techniques et aussi les ingénieurs des FIFERM. Donc voilà pour ce qui est du rôle des acteurs locaux et donc l'intérêt notamment aussi pour la partie en fait définition des règles de décision du système innovant, c'est qu'en fait on a pu avoir un équilibre entre l'innovation et la faisabilité. Nous sommes dans des systèmes qui ne sont pas totalement en rupture avec ce qui est mis en place chez les producteurs, même dans les sites qui ne sont pas en parcelle producteur. Et un des leviers qui montre bien cet aspect-là, c'est le levier rotation. Ce qu'il faut savoir en melon, c'est que le producteur n'est pas maître de sa rotation puisqu'il réalise de nombreux échanges de parcelles. En effet, le délai de retour du melon est plutôt long, de 5 à 7 ans. Et donc, c'est difficile en fait pour un producteur de cultiver que sur ses parcelles. Ce qui fait qu'en fait, il est souvent en partenariat avec des exploitants grandes cultures aux alentours avec qui il réalise les échanges de parcelles. Du coup, il ne peut pas décider de ce qu'il y a sur sa rotation.
Et c'est pour ça que donc, plutôt que le levier rotation, on a plutôt mobilisé le levier interculture. Donc, en fait, on souhaitait étudier des engrais verts et des couverts végétaux qui permettent de lutter contre certaines maladies du sol. Puisque ça permettrait en fait aux producteurs de mettre en place ce levier. C'est un levier qui est en fait mobilisable par le producteur. Donc c'est pour ça que ça nous a paru intéressant. Et enfin, on a aussi travaillé sur des outils d'aide à la décision qui sont plutôt faciles à prendre en main. Alors je dis facile entre guillemets parce qu'il y a toujours un petit peu de travail, mais ce sont voilà, des OAD ou des modèles qui sont plutôt réalisables en fait. Donc voilà l'intérêt en fait d'avoir les acteurs locaux impliqués tout au long du projet. Et donc là, je vais juste vous faire une petite explication de comment les leviers ont été mobilisés. Donc on a différents types de leviers suivant, on va dire, les niveaux de contamination et d'infestation qu'on peut avoir dans le milieu. Donc en fait, avant toute contamination du milieu, on va avoir des leviers mobilisés comme la gestion des déchets, la détection précoce, résistance génétique, les infrastructures écologiques. Et après, à une échelle un peu plus hors de la parcelle, on va avoir le choix de la parcelle de culture, la localisation, la rotation, les intercultures, tout ce qui va être conditions culturelles, travail du sol, irrigation, la lutte biologique préventive et les stimulants racinaires et le piégeage. Ensuite, on a une dernière barrière de levier qui peut être mobilisée quand le milieu est déjà contaminé mais que les plantes ne sont pas encore infectées, c'est-à-dire les variétés et plantes indicatrices ou ce qu'on appelle aussi également les plantes sentinelles, le piégeage de masse, la prophylaxie, la lutte biologique par inondation, les augmentoriums et les produits de biocontrôle. Et enfin, dans le cadre d'Agricomel, on a le dernier levier en dernier recours qui est le rattrapage chimique lorsque il y a infection des plants. Donc là, maintenant, je vais vous présenter un bilan mi-parcours. Et donc là, j'ai fait un focus sur le melon, puisque c'est la culture principale dans le cadre de notre projet. Et les résultats que je présente ici sont en rapport avec donc les objectifs du projet. Donc le premier, c'est de maintenir un rendement équivalent en fait, à la stratégie de référence. Donc là, sur ce graphique, vous avez les 4 années d'études avec le rendement. Et donc, dans la couleur la plus foncée, vous avez le rendement du système de culture que nous testons. Et un peu plus effacé, nous avons le rendement du système de référence qui est établi par les conseillers à chaque année. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que on arrive à respecter l'objectif d'avoir un rendement équivalent ou supérieur, sachant qu'on s'autorise 10% de marge de manœuvre. Donc, mis à part Sudexpé en 2021, où là, on a eu une baisse de rendement assez importante, on arrive à respecter l'objectif en globalité. Le deuxième objectif, c'était d'avoir un taux de sucre au niveau du melon qui était supérieur à 11. Pour cette partie-là, on n'a pas rencontré de soucis particuliers non plus tout au long de ces années-là. On a toujours eu un taux de sucre en degrés Brice suffisant par rapport à l'objectif. L'autre aspect du projet, c'est là où on a eu le plus de mal à agir, c'était donc réduire 60 à 100% l'IFT chimique. Alors pour les produits CMR, on les a totalement bannis, ça, nous n'avons pas eu de difficultés particulières. Par contre, pour certains sites d'expérimentation, les 60 à 100% d'IFT chimique réduit a été difficile à atteindre. C'est notamment le cas pour le TFL à Balandran, Invenio et Sudexpé. Donc là, c'est pour la partie melon. J'ai pas d'autres résultats à présenter, notamment sur la partie grande culture. J'ai voulu cibler un petit peu les résultats. Et donc en conclusion, là c'est pareil, on est sur des observations, mais qui devront être affinées par la suite, et notamment avec les résultats de cette dernière expérimentation.
qui aura lieu en 2023 dans les 6 sites d'expérimentation toujours, mais c'est qu'on a des systèmes de culture qui sont assez climato-dépendants, notamment, donc là, j'ai fait le parallèle entre 2021 et 2022. Donc là, vous avez la réduction, donc c'est des IFT chimiques, hein, je n'ai pas précisé, mais c'est bien les IFT chimiques. En 2022, l'année a été très sèche et chaude. On a vu peu de bioagresseurs observés sur la parcelle. Donc là, on a réussi à respecter les objectifs de réduction d'IFT chimiques. À l'inverse, en 2021, l'année a été beaucoup plus humide et notamment une apparition du mildiou qui a été précoce. Et donc là, en fait, on a une réduction de l'IFT qui est réduite de 20 points par rapport à 2022. Et on a notamment 2 sites d'expérimentation sur site qui n'ont pas atteint l'objectif. Et donc ça, c'est principalement dû au mildiou. Mais d'un autre côté, en fait, ce côté système de culture climato-dépendant est intéressant, puisqu'en fait, on a donc là, c'est ce que j'essayais d'expliquer, donc c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais je vais essayer quand même. C'est qu'en fait, on a une plus grande variation de l'IFT d'une année à l'autre dans les systèmes de culture innovants, donc les systèmes de culture agricoles par rapport au système de culture de référence. Pour m'expliquer, sur un IFT moyen de 8,3 qui a été comptabilisé donc, sur le premier graphique en haut à gauche que vous voyez, on a une variation d'IFT de 3,8 sur les 3 premières années d'expérimentation, donc pour un IFT moyen de 8,3, alors que sur la partie en dessous, on a une variation d'IFT de 4,6 pour un IFT moyen de 5,2. Donc en fait, ce que ça témoigne ici, c'est qu'on a une gestion plus accrue, une gestion plus précise des traitements vis-à-vis de l'environnement, du prévisionnel météorologique sur les traitements préventifs en fait. Donc il y a un raisonnement qui est plus poussé pour la réalisation des traitements préventifs, donc ce qui est intéressant dans le cadre du projet Agricomel. Mais ça, c'est des résultats qui restent à affiner pour la suite. Et donc en conclusion, ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est sur l'ensemble des leviers que nous avons mobilisés, c'était de les évaluer aussi, notamment sur leur efficacité. Donc là, je ne parle pas ni de coût, ni de faisabilité en tant que telle, mais vraiment d'intérêt pour la culture. Donc on a 7 leviers qui ont eu des résultats qui étaient plutôt satisfaisants et qui sont pour l'instant validé à notre échelle, à voir aussi avec l'année 2023. Donc, ce qui va être choix de la parcelle, rotation, couvert, fertilisation, couverture tardive de la culture. Donc, ce qu'on entend par là, c'est la mise en place d'un filet de protection pour lutter contre le ravageur jusqu'au plus tard possible, sans compromettre la floraison. L'aspect variétal et la lutte biologique préventive qui, en sous-abri, a permis de réduire l'IFT de 100%, notamment via le site d'expérimentation de la Prel qui est sous-abri. On a eu 3 leviers qui ont eu des résultats non satisfaisants, notamment le paillage au mulch. C'était un paillage qui permettait en fait une installation des auxiliaires de culture, donc notamment des acariens prédateurs en melon sous abri, qui n'a pas donné grand-chose sur l'année de test. Donc on n'a pas vu une installation plus intéressante, plus longue et en plus grande quantité des acariens prédateurs. Et en plus de ça, le paillage a entraîné un retard de développement de la plante qui a eu un impact sur le rendement. Les plantes sentinelles n'ont pas eu de réel intérêt dans le sens où en fait, on a observé les contaminations sur ces plantes au même moment que les plantes cultivées, que la culture récoltée. Et le piégeage taupin n'a pas été réellement intéressant, puisque même si on piégeait beaucoup de larves, on observait quand même beaucoup de dégâts à la récolte. On observait autant de dégâts à la récolte qu'une parcelle sans piégeage. Et enfin, on a aussi des leviers aux résultats mitigés, notamment l'aspect modèle, où certains modèles ne fonctionnent que dans un bassin de production, le bassin centre-ouest, mais n'est pas efficace pour les autres bassins, et reste quand même
reste difficile à prendre en main puisqu'il faut prendre en compte beaucoup d'autres facteurs. On a aussi les produits de biocontrôle. En fait, certains produits ont une efficacité très faible, c'est vrai, mais même en synergie avec d'autres leviers, ils ne représentent pas en fait un réel intérêt pour la culture, ils n'apportent pas une protection en plus en fait. Et enfin, au niveau des stratégies d'irrigation, il y a deux aspects en fait qui ont été étudiés. Donc, il y a le premier, les tensiomètres et les sondes capacitives. Et donc là, en fait, ce qui est un peu déceptif, c'est que ça ne permet pas réellement de piloter l'irrigation, notamment pour réduire l'humidité autour de la plante ou même pour économiser l'eau. Mais en fait, c'est plus un indicateur a posteriori à la fin de l'essai pour savoir si on a plus arrosé ou pas. Donc, un petit peu de déception aussi de ce côté-là. Après, j'en parlerai plus tard, mais voilà. Et le goutte à goutte dans le sud-ouest a permis quand même de réduire la présence de maladies, parce qu'on a différentes techniques d'irrigation dans le sud-ouest, sur les 3 bassins de production pour le melon. Le sud-ouest, c'est principalement de l'aspersion, et donc là, le goutte à goutte a été testé, et les résultats ont été plutôt intéressants pour réduire la présence de maladies. Donc voilà un premier bilan qui a été réalisé par l'ensemble des partenaires lors du dernier comité de pilotage sur les leviers mis en place. Ces leviers vont être pour la plupart testés encore, notamment pour les leviers validés et ceux aux résultats mitigés en 2023. Et après, voilà, c'est un premier bilan provisoire sur cette partie-là des leviers, sachant qu'il y a d'autres aspects qui n'ont pas encore été évalués, notamment sur la partie économique. J'ai pas encore fait le bilan, on n'a pas encore fait le bilan sur cette partie-là, donc il y a d'autres aspects à traiter sur cet aspect-là. Donc voilà, j'ai terminé pour cette partie-là. Je vous ai remis les logos des 5 autres partenaires du projet. Et donc, je reste à votre écoute pour de potentielles questions. Merci Margot, merci. Ça a été une très très belle présentation. Là maintenant, on va passer rapidement à la série questions-réponses. Une question de Perrine Adré. Une grande diversité d'acteurs semble avoir été mobilisée. Comment avez-vous organisé la gouvernance et le pilotage du projet? Rencontres, diffusion des résultats, prise de décision, etc. Donc, une grande partie des acteurs ont été mobilisés en fait pendant la co-conception des ateliers. Donc ça, moi, j'étais pas là pendant le montage des projets, mais en fait, il y a une grande réunion nationale qui a été mise en place pour construire les projets dans les 3 bassins de production. Et l'objectif, c'était d'avoir une grande diversité d'acteurs. Donc, c'est là que beaucoup d'acteurs ont été mobilisés, à la fois ingénieurs des FIFERM, expérimentateurs, conseillers techniques et producteurs. Ensuite, on a aussi donc, des réunions techniques et des comités de pilotage qui sont réalisés tous les ans. Donc, on a un comité de pilotage par an où là, on retrouve les conseillers techniques, donc les expérimentateurs et les ingénieurs des FIFERM. Et ensuite, pendant les réunions techniques, on mobilise aussi les conseillers des 3 bassins. Donc on travaille aussi avec les groupes 30 000 qui étaient associés au comité de pilotage. Et après, pendant les visites d'essai, on a aussi un grand nombre d'acteurs de la filière qui vient nous voir en fait. En plus des producteurs qui sont intégrés dans les échanges lorsque les systèmes de culture sont mis en place en parcelles producteurs. Et donc là, les échanges sont gérés avec les expérimentateurs notamment de l'ACPEL et de l'APREL et les producteurs en eux-mêmes. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais… Oui, tout à fait. Et quels sont les produits de biocontrôle qui ont été testés et quels produits, solutions ont été testés en association? Alors, c'est difficile d'y répondre parce que je n'ai pas tous les produits en tête. Il y a notamment le LBG ou l'étonnant
qui a été testé, le Roméo et l'huile de colza. Et donc, en fait, c'est pas des produits qui ont été appliqués en association avec d'autres produits, mais en fait, leur stratégie d'application a été raisonnée suivant des arbres de décision. En fait, de la manière dont on raisonne, c'est par exemple, pour lutter contre les acariens, par exemple, c'est qu'on on a des placettes d'observation dans nos essais. On mesure, en fait, on fait un comptage et on a des échelles vis-à-vis du nombre d'acariens comptés. Ça nous permet, en fait, suivant l'échelle atteinte, de prendre une décision dans l'arbre de décision. Et ça va nous orienter, en fait, sur tel ou tel traitement. Voilà, si c'est ça la question. Après, les produits n'ont pas forcément été associés. D'accord. Ouais. Et pour cette dernière année d'expérimentation d'AgroEcomel, quelles sont vos attentes? Nos attentes, c'est en fait un des, un des points d'amélioration, si je pouvais le dire comme ça, du projet, je pense, c'est peut-être la prise de risque qui pourrait être plus accrue sur pas mal d'aspects. On voit bien qu'on arrive quand même à avoir de bons rendements, voire même supérieurs à ce qui est obtenu dans le, dans la dans les rendements de référence des trois bassins. Bon, après, il y a aussi la partie expérimentale à prendre en compte, hein. C'est vrai que les rendements de référence, c'est une moyenne, alors que nous, on a établi nos rendements sur des placettes bien définies, qui ne sont pas dans les bordures, etc. Donc voilà. Mais je pense qu'on pourrait essayer de prendre un peu plus de risques. Et en fait, notamment sur la réduction des IFT. Et donc pour 2023, ce que nous souhaitons faire sur deux sites d'expérimentation, c'est de mettre en fait l'objectif de réduction d'IFT en premier lieu, donc soit à 60%, soit à 100%, et essayer de tenir en fait cet objectif-là et de voir en fait l'impact sur le rendement. Et donc c'est notamment ce qui va être fait sur le site du CTIFL. Et aussi, ce qui me semble hyper important, c'est de continuer à étudier les leviers qui sont mis en place. Aujourd'hui, on a 4 années de recul, on a 4 années qui ne se ressemblent en aucun cas. En fait, toute acquisition de données et de répétition des mesures me semble intéressant dans ce contexte-là. D'accord. Merci Margot. Merci beaucoup. Et on va Merci à peut-être vous. passer à la troisième présentation. Euh, non, je vous partage mon écran. Hop. Et pour la troisième intervention, nous allons accueillir Louis Audran pour le projet MAC Zero, qui est le projet de restauration et de la régulation naturelle et augmentation de la robustesse des systèmes de culture pour une réduction durable de la dépendance aux insecticides. Alors, le projet MAC... Excuse-moi, je me permets de te couper, c'est pas ça du tout l'intitulé du projet. Ah, pardon. Ah, j'ai commis une erreur. Ben, tu auras peut-être l'occasion Ouais, je repréciserai. oui, de repréciser. Merci. Ben, en fait, ce projet MAC Zero a pour objectif de développer des méthodes de lutte alternatives adaptées à la problématique que représentent les campagnols des champs pour les grandes cultures et l'arboriculture du Grand Est. Pour y parvenir, le projet s'appuie sur un réseau de 5 sites expérimentaux où 5 systèmes de culture sont testés. Donc, les stratégies mises en place visent à maîtriser durablement les populations de campagnols. Cela se traduit notamment par des passages d'outils, du piégeage, par le test de plantes répulsives ou toxiques et des fauches répétées aussi. Alors, je vais vous laisser avec lui. Peut-être que tu vas repréciser pour moi l'intitulé du projet, lui. Non, c'est bon, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. D'accord, merci. Et donc, lui, tu as la main pour le partage d'écran.
Bonjour à tous. Est-ce que ça partage bien? C'est bon, mais C'est tu bon. peux peut-être te mettre en mode... Ouais. Merci C'est super. pour l'introduction. Effectivement, on va plutôt parler campagnol à travers le projet Max Zéro, méthode de lutte alternative contre le campagnol des champs, un objectif, zéro relance utilisée. Alors, petit rappel, hein, avant de commencer sur le campagnol, c'est peut-être une thématique que vous connaissez pas trop, hein, selon vos régions d'origine. Le campagnol des champs, c'est un petit rongeur, hein, qui fait 15 à 40 grammes. Et comme tous les rongeurs, c'est une espèce qui est vraiment très, très prolifique. Plusieurs portées, 5 à 8 portées par an, de 4 à 8 petits. Et c'est une espèce qui va manger toutes les parties vertes, donc toute la biomasse verte, et il peut en consommer 2 à 3 fois son poids par jour. Donc ça peut le rendre extrêmement dommageable pour les cultures. Et ce petit rongeur, il est connu pour faire des oscillations de population, donc des oscillations saisonnières et pluriannuelles. C'est-à-dire qu'il va sur une année avoir des phases de population haute, donc ça va être plutôt la partie sortie d'été, donc après une abondance de couverts et une bonne protection des prédateurs, et puis des phases de population plutôt basses, donc sortie hiver, où là, voilà, la population est plutôt basse liée aux conditions météo et à la raréfaction des couverts. Donc ça, voilà, c'est la variation saisonnière. Et puis, une variation pluriannuelle, c'est-à-dire selon une périodicité qui va être très dépendante de plein de facteurs différents, facteurs paysagers, de prédation, de l'action humaine. Eh bien, les populations vont augmenter brutalement et arriver à des stades où tous les habitats sont saturés en rongeurs, ce qui entraîne sur des échelles paysagères assez larges de très gros dégâts sur les cultures. Voilà, ça peut détruire quasi totalité de certaines cultures. Le petit rongeur, il aime bien les terres en jachère sur sol profond, non soumis au labourage, mais de façon générale, à partir du moment où il n'y a pas trop de travail du sol, c'est plutôt des surfaces qu'il va préférer. En termes de culture, ça va se traduire par une abondance, notamment dans les luzernes, les cultures porcs de graines et les systèmes à dominante prairiale. Ça va être ces cultures-là qui vont être un peu ces zones refuge. Et puis, lorsqu'il va y avoir une extension des populations, elles vont avoir tendance à aller coloniser d'autres parcelles, les colzas, les céréales, etc. Évidemment, ce rongeur, il aime les zones ouvertes, où il n'y a pas de barrière physique comme la haie, qui est en plus une ressource en prédateur. Et il va creuser des galeries relativement superficielles qui vont faire voilà, des terriers, hein, des rondes campagnols, comme on dit chez nous, que vous pouvez voir ici. Et donc, à la surface de ces galeries, on va avoir des couloirs de circulation qui sont en gros ces passages préférés pour aller chercher son alimentation, avec des crottoirs. Voilà, c'est des indicateurs de présence. Donc voilà, comme évoqué, ce projet il a pour objectif de maîtriser ces populations de campagnols avant qu'elles deviennent trop problématiques au sein des parcelles et créer des pullulations, avec un objectif de ne pas utiliser de rodenticides, donc de spécialités chimiques. Initialement, des spécialités anticoagulantes, donc qui avaient un effet sur les populations de rongeurs, mais aussi sur la faune non cible lorsque celles-ci consommaient des rongeurs qui avaient consommé du poison. Récemment, il y a eu des avancées. Il y a un autre type de formulation qui est sorti et qui évite cette probabilité de mortalité secondaire. Mais voilà, il y a toujours une mortalité primaire. Donc, ce projet il est basé en Grand Est. On a 8 partenaires qui travaillent sur le sujet. Donc, un porteur qui est Frodon Grand Est et puis 7 partenaires qui voilà, sont positionnés sur plein d'actions différentes que je vous montrerai ensuite. On a 4 sites expérimentaux et chacun a un peu sa spécialité. On va avoir un site dans le Bas-Rhin qui va être plutôt sur les vergers avec l'utilisation de pièges, travail du sol, méthode répulsive. Un site en Haute-Marne plutôt sur les grandes cultures avec l'utilisation de travail du sol. Un site dans la Meuse de grande culture, utilisation de bandes répulsives. Et enfin, le dernier site sur lequel je vais m'attarder un petit peu plus après,
le site de la Marne spécialisé sur les fourragères porte-graines et avec utilisation de différentes méthodes, principalement travail du sol et puis utilisation de piégeage aussi. Alors, le principe du projet, c'est d'utiliser ce qu'on appelle, nous, la boîte à outils, hein, donc les méthodes qui peuvent porter atteinte, on va dire, aux populations de campagnols. C'est des méthodes qui sont quand même plutôt bien connues aujourd'hui, hein. On sait qu'on peut faire du piégeage, qu'il faut gérer ses bordures, que les prédateurs peuvent avoir leur importance. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas les sourcer et on ne sait pas à quel point c'est intéressant pour l'agriculteur d'utiliser ces leviers. Donc, l'objectif, c'est vraiment aussi d'apporter de la source scientifique, statistique à ces méthodes. Le projet, il est composé de 3 axes. Le premier, c'est un diagnostic paysager. Je l'ai évoqué tout à l'heure en introduction, mais il y a un lien étroit entre le paysage et les populations de campagnols. Voilà, s'il y a plus ou moins de bandes enherbées, de barrières paysagères, de haies, etc. Voilà, ça va énormément jouer sur les variations de population. Donc, le premier axe, c'est de faire un diagnostic paysager, donc, qui a été réalisé par la Fédération des chasseurs, afin de connaître un petit peu l'évolution, caractériser l'environnement, voilà, dans lequel se trouvent nos populations. Le second axe, donc, qui est un axe long terme, hein, qui se fait de l'année 0 du projet jusqu'à la fin, consiste à faire des suivis paysagers des populations de campagnols. Donc ça va viser à caractériser les oscillations saisonnières et pluriannuelles que je vous ai évoquées juste avant. Donc là, on a une méthode standardisée, un parcours fixe. On regarde voilà, comment vont évoluer nos populations de campagnols dans les différents habitats paysagers qu'on va avoir sur nos sites. Le deuxième partie, c'est la caractérisation aussi des prédateurs. Alors, des prédateurs terrestres et volants. Alors, les prédateurs terrestres, ça va être surtout le suivi des populations de renards qui est faite par la méthode des ICA, indice kilométrique d'abondance, une méthode standardisée qui est beaucoup utilisée pour faire des comptages de lièvres initialement et puis qui a été un peu utilisée maintenant pour les populations de renards. Et pour les rapaces, 2 méthodes, une observation en poste fixe, donc avec 3 répétitions au printemps où l'observateur se met à un point fixe tous les ans et puis avec une méthode aussi un peu standardisée de voir ce qui se passe dans notre zone d'étude. Et dernière chose, l'utilisation de pièges photographiques, pareil, un peu disséminés partout sur les sites pour essayer de voir ce qu'il y a comme rapaces sur nos sites d'études. Et enfin, le troisième axe, ça va être les expérimentations donc au sein des parcelles. Donc, selon les sites, on a plus ou moins de parcelles et on utilise des protocoles plus ou moins différents selon les méthodes ou les leviers qu'on essaie d'activer. Donc, vous voyez, au sein de ce projet, chaque partenaire a un peu ses actions définies. Donc, la Fédération des chasseurs va être sur le diagnostic paysager et sur le suivi des prédateurs terrestres. Neomis, qui est une association naturaliste plutôt sur le suivi des prédateurs volants. Et les autres partenaires, donc Chambre d'agriculture de Haute-Marne, Fredon Grand Est, la FNAMS, la CUMA et le Verexal vont être plutôt sur les sites à piloter les expérimentations. Donc pour la suite, je vais vous présenter surtout les activités qu'on a eues dans la Marne, donc un site spécialisé en graminées porte-graines. Alors très vite, en fait, dans le projet, on a essayé de s'entourer de structures locales, donc Barenbrugg et RAGT, qui sont des multiplicateurs semenciers, afin d'avoir un accompagnement en fait technique sur ces parcelles de graminées. Alors pour 2 raisons, hein. La première, c'est que ça nous permettait d'avoir une assurance, c'est-à-dire que faut considérer que les graminées porte-graines, c'est un peu le carré de chocolat pour les campagnols. Et une fois qu'ils sont dans la tablette, ça peut faire très mal. Donc, nous, ça nous permettait d'avoir un deuxième pilotage avec les agriculteurs et éviter que les parcelles soient totalement détruites à cause des expérimentations.
les agriculteurs, ils mettent en place assez régulièrement des méthodes pour essayer de contenir un petit peu les populations. Et comme là, dans le cadre des expérimentations, on allait avoir un besoin de laisser des bandes non traitées, bah voilà, on avait peur que ça dégénère. Donc, on s'est rapproché d'eux pour avoir un suivi sur ces parcelles. Et la deuxième chose, c'était aussi pour avoir une liste d'agriculteurs motivés qui avaient envie voilà, de faire ces expérimentations avec nous. Donc, quelques prérequis quand même pour sélectionner cette liste, des personnes qui avaient une sensibilité au sujet, qui avaient des campagnols. La problématique peut être un petit peu paysagère, donc selon les secteurs où on se trouve, bah, des fois, on échappe un petit peu à ces populations. Et puis une technicité, voilà, être capable de suivre un protocole sur la durée, parce que le projet, c'est quand même 6 ans, donc il fallait quand même des personnes qui, dans le secteur paysager où on se trouve, bah, aient envie de continuer sur la durée. Donc voilà, on a fait une première réunion avec une liste d'agriculteurs afin de se rencontrer, de comprendre un petit peu les problématiques de chacun. Et puis on a regardé ensemble toutes les méthodes qui étaient possibles, qui étaient faisables et qu'eux avaient envie de tester. Donc le choix des méthodes, il s'est fait en concertation initialement avec les agriculteurs pour que, voilà, dépendamment de leur sensibilité, de leur matériel, ce que eux voulaient faire, que nous on puisse les appuyer en fait sur les expérimentations. Donc il y a un peu cette notion de compromis entre ce que eux voulaient et ce que nous on souhaitait faire aussi, parce que certains voilà nous ont proposé des techniques où on savait que ça allait peut-être pas des fois aboutir à des résultats efficaces, on va dire. Donc voilà, l'idée c'était un peu de les laisser aussi eux faire leurs tests, voir ce que eux voulaient tester pour voilà sur les premières années du projet essayer de trouver des protocoles communs, de tout de suite retirer ce qui ne fonctionnait pas pour se focaliser sur des méthodes qui fonctionnent. Donc on a fait des réunions annuelles avec, on a fait on va dire deux années de tests comme ça où on les a un petit peu accompagnés dans les tests avec des protocoles pour voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Et pour toutes les années, on a fait des réunions annuelles, donc ça permettait de faire le bilan des tests, de montrer des fois que ça ne fonctionnait pas ou qu'il fallait changer le protocole, et puis trouver de nouvelles orientations afin de trouver sur une période un peu plus longue maintenant, des protocoles stables qui permettaient d'avoir de la donnée statistique. Donc au final, sur ce site de la Marne, on a mobilisé 4 agriculteurs, donc 2 en conventionnel et 2 en conversion. On prenait une parcelle par agriculteur parce que souvent, ils n'en avaient qu'une à disposition par année. Et on a principalement fait des tests d'outils mécaniques ou des tests de pièges. Sachant que, comme je disais, on a testé aussi d'autres choses, des macérations. On a testé d'autres méthodes qui, vraisemblablement, n'ont pas fonctionné, mais on les a laissés, on va dire, essayer ces méthodes-là auxquelles eux croyaient, entre guillemets, pour essayer de trouver un compromis entre nous, ce vers quoi on voulait aller et ce qu'eux avaient envie aussi de tester. Donc au final, sur le site, je vais vous présenter juste un résultat parce que il y a eu quand même beaucoup d'échecs. Il y a des choses qui ne se sont pas passées comme on voudrait, mais on a quand même réussi à mettre en place certaines expérimentations plusieurs années de suite et donc d'avoir suffisamment de données pour vous en présenter les résultats aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter les tests de passage de RC-Tree, donc un outil de travail superficiel. Chez les agriculteurs, on a 3 modalités à chaque fois, répétées 3 fois. Donc, une modalité de méthode testée, donc passage de herse, un témoin chimique, donc le ratron GW qui est un petit peu maintenant la spécialité, donc c'est le gel ou le GW qui a un effet rodenticide, et puis une bande témoin. On a fait des répétitions de 0,5 hectares. On aurait aimé faire 1 hectare, mais comme dit avant, la problématique de laisser des bandes non traitées avec la possibilité de laisser entrer des campagnols dedans, pour ce type de parcelle à forte valeur ajoutée, ça peut être extrêmement dommageable pour l'agriculteur. Donc, on n'a fait que 0,5 hectares. Et donc, on met en place la méthode, on fait un comptage. Donc, c'est une méthode d'observation indiciaire où on observe les indices de présence active de campagnols tout le long de la modalité. Et donc ça, on fait ça à J0, à J plus 21, à J plus 42. 21 jours, c'est à peu près le temps de renouvellement des populations, donc le temps de gestation d'une femelle campagne.
Et à J+42, quand on prouvait, on refaisait un passage pour retester encore la méthode d'alternative, ce qui fait que certaines années, on a pu mettre en place 2 fois l'essai au sein des parcelles des agriculteurs. Les résultats que je vous présente, ils ont fait l'objet d'une publication dans la revue Phytoma en mai. Donc là, notre J0 à gauche, donc à J0, on a à peu près autant de population de campagnols dans la modalité outil, dans la modalité ratron et dans les modalités témoins. Et on voit qu'à J+21 et J+42, il y a des différences significatives entre les modalités témoins et les modalités outils et chimiques. Et pas de différence entre la modalité outil et chimique. Donc le constat, hein, c'était que sur environ 42 jours, la méthode utilisée, donc le passage de RC-Tri, a permis de faire diminuer les populations de campagnols autant qu'un traitement chimique. Alors attention, quelques bémols. Là, je vous présente les résultats arrangés, entre guillemets. On a fait des comptages sur un peu plus long terme et le constat, c'était que c'était une méthode qui avait un effet assez court dans le temps. On va considérer 2-3 mois. C'est-à-dire qu'à partir de 2-3 mois, les populations continuent de se renouveler et forcément, il y a une réinfestation de la parcelle. Donc, l'effet va s'estomper. Donc, c'est une méthode sur laquelle, lorsqu'il y a un peu de population, il faut passer assez régulièrement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était que la technique a montré son efficacité qu'en cas de population faible à moyenne, on va considérer moins de 50%, et 50%, c'est peut-être déjà un petit peu élevé. Dès qu'on est passé au-dessus de 50%, on voyait que de toute façon, il n'y avait plus rien à faire. Ni les méthodes chimiques, ni les méthodes outils permettaient de réduire les populations. Ça, c'est quelque chose qui était déjà un petit peu sourcé pour les campagnols, où on disait que souvent, une fois que les parcelles étaient quand même bien infestées, on n'arrivait plus à endiguer le phénomène. Et là, ça s'est constaté avec cette méthode-là. Donc, c'est une méthode qui est plutôt inefficace en cas de forte infestation au sein de la parcelle. Voilà, alors pour terminer sur cette présentation, on rencontre évidemment quelques difficultés parce qu'on a beaucoup de partenaires et puis on a aussi au sein des parcelles, au sein des sites, plusieurs agriculteurs. Donc, il y a des difficultés d'animation qui est liées au nombre de partenaires et au nombre d'agriculteurs au sein du site. Alors, l'idée, c'est de faire des points assez réguliers. Avec les agriculteurs, on essaie de se voir tous ensemble au moins 1 à 2 fois par an pour faire un petit peu le bilan des méthodes, les orientations, les nouveaux résultats. Donc, l'idée, c'est de rester dans une dynamique où on montre que ça a un intérêt et qu'il faut continuer à faire de l'acquisition de données pour montrer l'efficacité des techniques. Et avec les partenaires, c'est pareil, hein, tous les ans, un comité de pilotage pour savoir où chacun en est, les protocoles, comment ils ont été mis en place, est-ce qu'il y a eu des difficultés. Les premières années, il y a eu aussi beaucoup de modifications protocolaires pour essayer de les affiner et de coller le plus possible à nos besoins. Difficulté de faire coïncider les emplois du temps, c'est particulièrement vrai avec les agriculteurs. Essayer de trouver les dates de passage qui conviennent à tout le monde. C'était pas forcément facile. Il y a aussi un facteur climatique qui fait que des fois, on peut pas forcément passer. Dernière difficulté, je termine là-dessus, ça va être l'exploitation des données. Comment est-ce qu'on va réussir à mettre en place, comment mettre en relation un peu toutes ces données? Ça va faire beaucoup de choses entre les effets paysagers, ce qu'on voit au sein des parcelles. Voilà, ça va être forcément difficile à imbriquer au niveau statistique. Donc, il y a certaines choses où on va forcément passer ou vraisemblablement passer par des approches beaucoup plus descriptives que statistiques. Voilà, j'en ai terminé. Merci à tous pour votre écoute. Merci Louis. Merci pour cette présentation. Je prends la main pour le partage d'écran. Oui. Et donc, je vais rapidement te poser les questions que j'ai dans le chat. Oui, en fait, comment avez-vous réussi à impliquer la diversité des acteurs, notamment la Fédération des chasseurs? Alors moi, je n'étais pas forcément là au montage de projet.
mais ça a été assez difficile à la création du projet de mettre tous les acteurs autour de la table, entre guillemets, particulièrement la Fédération des chasseurs avec des acteurs plutôt naturalistes. Ça semblait pas, initialement, on va dire, les intérêts semblaient pas coïncider. Alors après, tout est une question d'acteurs, hein. Il faut trouver les bonnes personnes et les bons interlocuteurs qui arrivent à trouver des points d'accord. Et effectivement, c'était pas forcément évident sur le papier de tous se mettre autour de la table. Mais ça s'est fait. Bon. Est-ce que vous avez, enfin, avez-vous pu envisager de modifier les pratiques de chasse au renard pour évaluer les effets sur le niveau de prédation? Alors, c'est des choses qu'on a pu penser à un moment. Au niveau régional, ça n'a pas pu se faire. Bon, pour plein de raisons. Alors après, vous vous doutez, il y a des raisons politiques, des raisons techniques. Enfin, voilà, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Mais on n'a pas pu le faire dans le cadre de ce projet-là. Mais dans ce projet, on est accompagné par Fredon Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est notre référent national du réseau des Fredons. Et lui aussi mène en place des expérimentations, plutôt sur le campagnol terrestre que sur le campagnol des champs. Et eux, ils ont réussi à mettre en place des expérimentations comme ça où, sur des zones paysagères relativement larges, ils ont réussi à trouver un terrain d'entente avec les fédérations de chasseurs pour arrêter de faire des tirs de renards et voir justement l'impact des populations de renards sur les populations de campagnols. Est-ce que vous avez mené d'autres expériences permettant de favoriser les populations de prédateurs, renards ou rapaces? Oui. Alors pas sur le site que je vous ai présenté, mais plutôt sur le site des vergers. Vergers, on a mis en place des nichoirs. Alors que je dise pas de bêtises, nichoir à faucon cresserelle et un rapace nocturne. Je voudrais pas dire de bêtises. Je me demande si c'est pas le hibou moyen-duc. Donc ça, on a réussi à faire ça sur le Vérexal. Et la deuxième chose que j'ai pas trop évoqué parce que bon, il y avait pas trop de temps, mais aussi la favorisation des petits mustélidés, belettes et hermines, qui sont des prédateurs plutôt spécialistes. On a mis en place des protocoles sur ce site-là pour essayer déjà de voir s'il y en avait et ensuite mettre en place des méthodes de favorisation. Donc ça, c'est plutôt en cours. On n'a pas encore trop de résultats. C'est pour ça que je n'ai pas trop présenté. Une dernière question. Comment peut-on articuler les pratiques agroécologiquement bénéfiques, l'usanière par exemple, médecin de prairie, ou exigées par la nouvelle PAC, développement de surface en jachère, notamment en AB, avec la lutte contre la prolifération des campagnols? Bon, c'est une question qui est compliquée. Une question qui est assez compliquée. Je ne sais pas si je pourrais avoir une réponse qui convienne complètement à la question posée. Mais globalement, ce qu'on note, c'est que la haie reste une mesure un peu phare dans la lutte contre les campagnols, réservoir en prédateurs, barrière physique. Et je pense que ça s'intègre complètement dans la démarche de la PAC aujourd'hui. Donc, je crois que la haie, voilà, si je devais conclure, je dirais réimplanter des haies, c'est ce qu'il y a de mieux, finalement. D'accord, merci Louis. Nous n'allons pas prendre plus de questions parce que c'est l'heure de clôturer le webinaire. Alors, j'ai mis vous avez à l'écran les contacts des intervenants. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les contacter directement. Donc, oui. Et ici prend fin ce 14e épisode des webinaires Défi XP. Nous vous donnons rendez-vous du coup le 4 mai pour le prochain épisode qui aura lieu sur le renforcement de la biodiversité fonctionnelle en système agroécologique. Vous pouvez dès à présent vous y inscrire à partir du lien disponible dans le chat. Et pour en savoir plus sur les webinaires Défi XP aussi, n'hésitez pas à consulter la page Ecophytopic, spécifiquement dédiée aux webinaires, où vous trouverez tous les replays
et des webinaires passés et la programmation des webinaires à venir. Merci pour votre participation. Vous aurez accès très prochainement à l'ensemble des supports de présentation, au contact des intervenants et au replay. En espérant vous retrouver pour notre prochain webinaire le 4 mai. Merci et au revoir.